Oui, oui, on va y aller. On va évoquer ce recueil qui vient de paraître. Jamais plus, c'est un recueil de nouvelles. Alors, ce recueil de nouvelles, moi je me suis dit, quand je l'ai lu, je me suis dit, je vais quand même regarder la 4e de couverture, ce qu'on appelle le verso plat chez les éditeurs. Pour savoir comment. C'est pas moi qui suis responsable. Oui, mais justement, comment ils ont réussi à nous raconter, à le condenser de ce qu'il y a dedans. Et je me suis dit, ils s'en sont bien sortis quand même. Par rapport à ce que tu as lu. Ils s'en sont bien sortis. Ouais. Parce que pour réussir à faire la synthèse de ce recueil de nouvelles, je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Regardez. Quel est le point commun entre une jeune femme qui parle aux animaux, une vie de chien, un scénario mortel, un enfant trop curieux, des fantômes rigolards, des zombies très affectueux, un goûter entre filles et un extraterrestre élevé en pot? Réponse, Josiane Balasco. Ouais, c'est pas si mal, hein? Ah oui, parce que c'est très dur, il n'y a aucun lien entre chaque nouvelle. Elles sont vraiment elles font leur vie chacune de leur côté. Et la difficulté de réussir à faire une 4e de couverture. Non, mais vous rigolez, mais ça c'est vrai. C'est quoi? C'est les éditions Minuit pour faire la 4e de couverture de Godot. C'est impossible. C'était vraiment en attendant Godot. Donc, qui est un personnage qu'on ne voit jamais. Impossible. Donc impossible. Et qui sont donc depuis des années, puis ils ont décidé finalement de ne pas faire de 4e de couverture et de mettre juste la petite étoile bleue des éditions de Minuit. Il y a des livres comme ça dont on ne peut pas faire la 4e de couverture. Elle est plutôt pas mal faite. Vous êtes le point commun de tout cet univers. Bon, c'est vrai, de plein d'univers. Alors pourquoi le rapport avec le Festival international de la bande dessinée? Parce qu'il y en a quand même certains qui sont quand même entre le thriller, le fantastique, le polar. Vous connaissez pas, parce qu'on a l'impression toujours de connaître Josiane Balasco, c'est vrai, elle appartient à une sorte de grande famille du cinéma, donc on se dit tous, tout ça. On la connaît, Josiane Balasco, tout le monde la connaît, et puis on se rend compte que finalement, déjà on ne connaît pas vraiment les gens, vous ne connaissez pas. Non, mais on n'a pas besoin de connaître d'ailleurs. Et puis, mais moi dans les années 70, j'avais 20 ans, j'étais fan de BD, j'étais fan de SF. C'était les débuts de la SF, c'était les débuts des premiers magazines de poche qui étaient Fiction et Galaxy. Et j'avais mes meilleurs potes, il y en avait un qui était rédacteur en chef de Fiction, donc on avait gratos tous les fictions qui sortaient chaque mois. Et c'est comme ça qu'on a découvert Philippe Cadic, qu'on a découvert Asimov, qu'on a découvert tous les grands auteurs qui ont été ensuite lus d'une manière beaucoup plus générale après. Et effectivement, les années 70, c'était l'explosion de la bande dessinée. Donc c'était le surfeur d'argent, on se foutait toujours un peu de la gueule du surfeur d'argent, qui était un héros dépressif américain. Il y avait Gottlieb qui se foutait de la gueule de toutes les bandes dessinées, avec sa rubrique à braque. Donc c'est un milieu dans lequel j'ai baigné quand j'étais jeune. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on parle de BD, on parle de cases. Vous, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vous mettre dans une case. C'est impossible. Vous n'avez pas un univers, vous avez 100 univers. En fait, ce qui vous caractérise, c'est la liberté de propos. Vous allez le voir, on va lire un extrait, on va lire des passages. Vous écrivez à peu près ce que vous voulez, quand vous voulez, sur le thème que vous voulez. C'est-à-dire que je regarde beaucoup la télé très tard la nuit. Et la télé très tard la nuit sur les chaînes improbables, il y a des trucs incroyables. Donc j'adore les chasseurs de fantômes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est télé-réalité. Ghost Hunter, des jeunes mecs se font enfermer la nuit dans un des nombreux endroits hantés des États-Unis qui en regorgent, style ancien hôpital déserté, ancienne prison désaffectée, enfin des trucs comme ça. Et ils ont des tas d'appareils pour détecter les fantômes. Et dès qu'il y a un bruit, il fait qu'est-ce que c'est? Si, ils sont là pour voir des fantômes, donc ça doit être un fantôme peut-être. Donc j'ai regardé pas mal cette série-là, et je me suis dit, ce serait marrant de se mettre à la place des fantômes qui viennent emmerder, parce qu'ils viennent les emmerder, hein. Sors de là si t'es un homme! Bon, en général, ils sortent pas. Et donc, j'ai écrit une nouvelle qui s'était inspirée par ça, du point de vue des fantômes qui viennent se faire emmerder par les chasseurs de fantômes. Ça, c'est les explorateurs. J'adore les films de zombies et les séries de zombies. Il y a aussi une petite nouvelle sur les zombies. Le premier film que j'ai lu, c'était le premier Romero qui est sorti, qui s'appelait, le premier Romero, c'est pas les zombies. Merde, c'est pas les zombies. C'est quoi ce truc? Premier film de zombies. La nuit des morts. La nuit des morts vivants. Voilà, quand j'ai vu La nuit des morts vivants, on avait 16-17 ans, c'était terrifiant. Et pourtant, c'était un film en noir et blanc avec pratiquement très peu d'effets spéciaux. Puis ensuite, on a eu des débordements de séries de zombies. Et donc, je regardais Walking Dead. Donc, j'ai arrêté un peu parce que ça devient un peu ce plus belle la vie, Walking Dead. C'est vrai, on est habitué maintenant aux zombies. Je veux dire, la série, on sait qu'ils vont bouffer quelques personnes, pas forcément les personnages principaux, mais d'autres.
Et puis voilà. Et donc, quel que soit le thème. Voilà, donc vous les vous en zombies, ça parlez. m'a inspiré. Voilà, ça m'a inspiré d'une certaine manière. Alors voilà, ce qui est important, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est d'une certaine manière. C'est que de toute façon, quand elle s'empare d'un thème, quand elle prend un thème, elle le traite absolument pas comme vous allez l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de fantaisie, de poésie, de profondeur aussi, quelque chose de très enfantin. C'est assez incroyable. On va vous lire un extrait, mais ce qui vous caractérise aussi, j'ai envie de dire, c'est quand même, c'est votre âge. On a l'impression que vous avez 15 ans et demi. Je vais avoir 70 Non, balais. Hein, bah non. Bon, voilà. Non, c'est vrai. Je suis cette petite fille. Vous avez 15 ans et demi en fait. Je suis cette petite fille de 10 ans bientôt. Voilà. C'est un mélange. Alors, on ne sait pas si c'est la littérature pour ados, pour enfants, pour adultes, mais on a l'impression que c'est un ado qui fait ce qu'il veut dans sa chambre, qui emmerde tout le monde et qui écrit ce bouquin. Mais c'est un peu le cas, j'emmerde. C'est ça qui est agréable. Quand on a été metteur en scène et qu'on a écrit des films, sur le dos, on a toujours le producteur qui est là, qui lit le scénario, qui vous dit non, ça va pas, c'est trop cher, ça c'est pas possible. Et le gros avantage quand on écrit la fiction, qui s'est destiné à devenir un livre et à être lu, c'est qu'il n'y a personne pour vous dire c'est pas possible de faire ça, ces types-là ne peuvent pas aller sur Mars, vous ne pouvez pas faire une manifestation avec 100 000 personnes, 100 000 zombies. Alors voilà, on a une grande liberté. Voilà. Grande liberté. On va lire un extrait et on va évidemment après en discuter. On va lire un extrait chacun à notre tour. On s'est dit qu'on pouvait peut-être prendre celui sur les zombies puisque Festival de la bande dessinée oblige et puis Kirkman est présent. Les zombies, vous allez voir, on va le traiter dans un genre complètement différent quand c'est Josiane Balasco qui s'en empare. Ouais, on se met là. C'est ça. Oui, très bien. Voilà, tout va bien. Le genou va bien. Alors, 1, 2, Paris-Bordeaux, moi. c'est page 159. 159. Parce que là, il y en a quand même des pages devant. 159, on y arrive. Voilà. C'est bon. La nouvelle s'appelle adopteunzombie.com. Durant des millénaires, l'humanité s'était posé la question, qu'y avait-il après la mort? Et nous avions enfin la réponse. Il existait effectivement une vie après la mort, et c'était pas terrible. Au début, ça avait semé une sacrée panique. Pourtant, nous avions été nourris pendant des décennies aux feuilletons, aux BD, aux films sur les zombies, à grand renfort de latex, de viande hachée, de litres d'hémoglobine et de tonnes d'effets spéciaux, tous plus gerbants les uns que les autres. Nous aurions dû être préparés à voir déambuler des morts-vivants en loques dans les rues de nos cités. Mais ces monstres de cinéma ne ressemblaient à rien, en rien à ceux auxquels nous étions confrontés. Les scénaristes s'étaient collés un doigt dans l'œil jusqu'au fondement. Nos zombies à nous ne mangeaient pas de chair humaine. Ils n'étaient pas guidés par le besoin insatiable de bouffer du vivant. Nos zombies à nous recherchaient avec gloutonnerie de la chaleur humaine. Ils chassaient le Pékin imprudent dans le seul but de lui faire ce qu'il faut bien appeler des câlins. De gros câlins puants et suintants de liquide corporel. Par-dessus le marché, nos zombies adoraient le glucose. Tout ce qui était sucré les rendait dingues. Leur première victime fut un diabétique, qu'ils commencèrent par câliner et finirent par déguster morceau par morceau. Vous me direz, si vous n'aviez pas ce genre de pathologie, vous étiez peinard, quitte à essuyer quelques caresses putrides et bien baveuses de nos chers disparus. Mais pas mal de gens succombèrent tantôt à des crises cardiaques, tantôt à de méga réactions allergiques, à tous les germes que nos zombies distribuaient généreusement à chaque étreinte. Et pas question de leur éclater la tête pour les arrêter. Hein. Là-dessus aussi, les scénaristes s'étaient plantés. Un coup de pelle, de hache, de fusil dans le crâne les faisait seulement tituber. Vous vous retrouviez couvert de matière cérébrale et ils continuaient frénétiquement à vous serrer dans leurs bras visqueux. Non pas en grognant, mais en ronronnant. Curieux, hein. Ces choses-là ronronnaient comme des chats. La première mesure prise au vu de toutes ces données fut de balancer des tonnes de sucre en poudre sur leur passage, d'attendre qu'ils se rassemblent en tas, puis de les brûler au lance-flammes, ou plus exactement, de les caraméliser. Ça avait bien fonctionné au début. Bien sûr, c'était toujours douloureux pour les familles de voir cramer mamie ou papy ou le petit frère trop tôt disparu. Et puis, il y eut le cas du rescapé. En flammes, il réussit à ramper au pied d'un soldat et à lui caresser les chevilles d'une main encore intacte, dans un ultime ronronnement. Du coup, les réseaux sociaux s'enflammèrent. La vidéo devint virale et un mouvement spontané pétitionna pour qu'on revoie la question des zombies.
Avait-on le droit d'exterminer d'une façon aussi barbare des êtres qui, après tout, ne voulaient qu'un peu de tendresse? Les autorités répondirent qu'avec un nombre estimé à 2 milliards de sujets, il était quasi impossible de faire dans le social. Et qu'avec ces putains de morts vivants, ça ne fut pas exprimé officiellement, mais une fuite révéla au grand public les termes exacts employés par les gouvernants. Le monde courait droit à une catastrophe économique d'une ampleur sans précédent. C'était pas totalement faux. Les vergers étaient dévastés, les rayons confiseries des supermarchés mis à sac, malgré les lance-flammes. Les fabricants de bonbons, de chocolat, de pâtes à tartiner, de biscuits en tout genre faisaient faillite les uns après les autres. Et comment bosser au bureau, à l'usine, dans les champs avec ces choses collées à vous, dont la pestilence faisait vomir l'objet de leur affection, sans compter les vêtements bon achetés et le nettoyage au Karcher après leur passage. Les chefs de gouvernement ne sortaient pratiquement plus de leur bunker, ne communiquant qu'en vidéoconférence, et le commun des mortels se débrouillait comme il pouvait, s'aventurant en dehors les poches pleines de paquets de sucre en poudre. Les plus courageux s'armant d'un fer à souder car les ombres brûlaient particulièrement vite. Et comme les gens continuaient à mourir, ce qui, en temps normal, est dans l'ordre des choses, la situation s'aggravait. Le monde entier puait. Mais on avait fini par s'y habituer. Tu continues ? Les scientifiques déclarèrent que cet impensable phénomène était dû à un virus. Une nouvelle qui n'étonna personne. Les auteurs de science-fiction nous y ont préparés. Sur ce coup-là, ils avaient vu juste. Finalement, ce qui résistait le mieux, c'était le salé et le numérique. Le mouvement pro-zombie prit sur la toile une ampleur insoupçonnée, faisant du zombie martyr sa figure emblématique. Ses membres le baptisèrent Zombies. Au début, ce nom déchaîna les railleries, mais en fin de compte, il correspondait assez bien au comportement de nos morts-vivants. Lorsque les fucking motherfuckers créèrent le fameux rap Fuck Me Zombies, le titre devint immédiatement un tube planétaire. Et puis, le sucre vint à manquer. Pour l'humanité accro à cette substance, les effets ne tardèrent pas à se manifester. Dépression, morosité, nervosité, élan incontrôlé d'agressivité. Dans les cas extrêmes, suicide, ce qui alimentait les troupeaux de zombies. Après concertation, les pouvoirs en place décidèrent de relancer la production de tabac à bas prix. On déversa par gros porteurs des tonnes de cartouches sur les pays les plus touchés. Le passage d'une drogue à une autre s'effectua avec plus ou moins de succès, à grand renfort de slogans, dont le plus connu « Manque de sucre, nicotinez-vous ». On devint fumeur par nécessité. Le plus dur fut pour les enfants, gavés aux confiseries dès leur plus jeune âge. On créa pour les familles des cartes de sucre qui donnaient droit à de parcimonieuses rations uniquement réservées aux plus jeunes. Le côté positif de l'histoire fut de voir le nombre d'obèses chuter de 50%. Les dirigeants du tiers-monde obligés de mettre la main à la poche sur leurs réserves personnelles, qui étaient devenues personnelles, entendons-nous, pour distribuer de la nourriture aux plus démunis et ralentir ainsi les morts par malnutrition. De nombreux États suspendirent l'application de la peine de mort. Pendant que le monde se réorganisait tant bien que mal, les zombies, dans leur quête personnelle permanente de câlins, traquaient les vivants sans relâche. Des hordes déambulaient dans les rues, et malheur aux promeneurs isolés victimes de cette sorte de gangbang.